On est, je crois, à l'aube d'une révolution en alimentaire, c'est la révolution de l'information. Je crois que ça va changer véritablement la donne à très court terme et il est, je pense, vital de l'anticiper et de s'y préparer. Alors, je me présente rapidement, je suis Xavier Terlet, je suis le directeur général de Protéines XTC, qui est un cabinet de stratégie, de conseil. Nous aidons les intervenants de l'alimentaire à tous les niveaux de la filière dans leur transformation en termes de communication, d'innovation, de transition. Pour tous les aspects, notamment de santé, mais pas seulement, tous les aspects de communication des intervenants de l'alimentaire. Numérique, transparence et sincérité, évolution des attentes des comportements des consommateurs et qu'est-ce qu'ils attendent, comment les outils numériques peuvent y répondre. Alors, j'ai articulé mon intervention une demi-heure, c'est ça, je vais essayer de tenir dans la demi-heure, en trois points. En premier lieu, quand on parle d'outils, c'est important de savoir déjà à qui on s'adresse, quel consommateur. Hein, qu'est-ce qu'il attend aujourd'hui le consommateur? Je vous donne un certain nombre d'éléments d'études, notamment que nous avons réalisées avec Kantar sur les attentes de consommateurs. Il y a des choses un petit peu nouvelles qui sont intéressantes à voir. Et puis, quels sont les outils aujourd'hui à notre disposition pour répondre à ces attentes. Alors, un point d'abord sur ce consommateur. Quelles sont aujourd'hui ses craintes fortes et les craintes émergentes de ce consommateur? Alors, c'est une étude que nous faisons tous les 2 ans avec Kantar à l'occasion du CIAL. L'étude s'appelle Food 360, c'est une étude internationale, on l'a fait sur une douzaine de pays en posant, et c'est la seule étude d'ailleurs internationale de ce niveau-là, on pose les mêmes questions dans tous les pays au niveau du consommateur, ce qui permet véritablement de voir les nuances pays par pays. Alors là, j'ai ressorti évidemment les points, les très lourds de cette étude, les points qui me semblent essentiels en termes d'évolution aujourd'hui. Alors, avant tout, un petit mot, une petite image qui reflète, j'aime bien cette image, qui reflète un petit peu le côté difficile pour le consommateur. Aujourd'hui, une seconde, Richard, avons-nous suffisamment mesuré toutes les implications personnelles, familiales, économiques, géopolitiques et environnementales sous-jacentes à court, moyen et long terme à l'achat de ces 18 merguez en promo? Voilà. Donc voilà, le consommateur est aujourd'hui confronté à des interrogations qu'il n'avait pas avant et il est clair, c'est un petit peu exagéré, mais effectivement, les interrogations vont dans ce sens-là. Alors, aujourd'hui, déjà une première chose qu'il faut se dire, parce qu'on peut dire plein de choses, effectivement, le consommateur est intéressé par des problématiques de santé, par des problématiques d'environnement, etc. Mais en alimentaire, la priorité, et tant mieux, c'est votre métier, vous faites un beau métier, c'est d'apporter du plaisir aux gens. On est là pour apporter du plaisir. Alors, ça paraît évident de le dire, mais dans les années 2000, on s'est planté, on a pensé qu'il fallait apporter de la santé, on est arrivé avec des alicaments, sans tous été des échecs. Lorsque un produit alimentaire, la première promesse est une promesse de santé, c'est un échec. Avant tout, une problématique de plaisir. Mais il n'y a pas de plaisir si on n'a pas de certaines garanties. Alors là, les choses évoluent en termes de santé, en termes d'environnement, on va le voir, effectivement, il y a des préoccupations éminemment importantes. Alors, effectivement, on a aujourd'hui un consommateur, on le voit. Alors, très rapidement, vous avez ici, c'est l'étude Kantar, elle est faite tous les 2 ans, donc à l'occasion du CIAL, donc c'est une étude barométrique. C'est intéressant de voir comment les choses évoluent. On a aujourd'hui, alors elle est faite sur la France et une douzaine de pays, comme j'ai dit tout à l'heure. Je compare la France à la moyenne mondiale de temps en temps, hein, mais là, je fais un focus sur les éléments en France. On a une nette baisse aujourd'hui de l'insouciance déclarée du consommateur. Je me fais plaisir, j'y vais, mais non. Attends, il y a une vraie baisse de cette insouciance. Il y a des revendications importantes. Un des points majeurs aujourd'hui, et c'est relativement nouveau, c'est une attention renforcée aux ingrédients du produit. Qu'est-ce qu'il y a dans mon produit, dans le produit que j'achète? On le voit ici. Alors c'est à la fois une recherche d'un souci sur les ingrédients qui peuvent être négatifs pour moi, hein, trop de gras, trop de sucre, trop de sel, ou des ingrédients qui ont mauvaise réputation, mais ça peut être aussi l'intérêt pour les ingrédients qui sont fonctionnellement intéressants pour ma santé. Hein, donc c'est les deux choses qui ressortent pour ce consommateur français et c'est important d'en tenir compte. Un des éléments importants, fondamental, on le voit, c'est une des premières revendications qu'il y a, c'est le côté local. Sachant que le consommateur ne sait pas ce qu'est local ou pas, parce qu'on lui parle de local, on lui parle du local souvent sans faire la part entre le local et le localisé.
Moi, j'ai un produit local, c'est très bien, c'est près de chez moi, ça fait travailler les gens près de chez moi. Il y a peut-être ma cousine qui y travaille dans l'entreprise, etc. C'est formidable. Mais si j'achète la mozzarella, bah, à la limite, je préfère qu'elle soit italienne, la mozzarella, hein. Donc voilà, local et localisé, attention. Quand Danone fait un yaourt bio local, bon, c'est le bio local, effectivement, c'est bio localisé, il est fait dans une ferme pas loin de Lille, mais c'est le même qui est vendu à Lille, à Nantes et à Marseille, hein. Donc attention sur ce mot local, qu'est-ce qu'il veut pour le consommateur, qu'est-ce qu'on veut dire au consommateur. Donc effectivement, en tout cas, les Français en déclaratif, il faut aussi faire la part des choses, déclarent avoir changé leurs habitudes pour des raisons environnementales, mais ils sont moins nombreux à le faire. C'est le local, oui, et les raisons environnementales, on ne sait pas trop. Voilà, c'est pas forcément des choses qui sont clairement affirmées par le consommateur. Une prise de conscience éthique de plus en plus forte, bon, c'est évident. Aujourd'hui, les consommateurs, on le voit bien, hein, c'est vrai en France. Alors, on est parti de plus loin en France que dans le reste du monde, hein. Vous voyez qu'il y a, il y a, il y a 8 ans, on était à 42% au niveau mondial, 27% chez nous. Aujourd'hui, on est arrivé quasiment au même niveau. C'est-à-dire qu'on est parti de plus loin. L'éthique était une revendication beaucoup. Alors, l'éthique, c'est quoi? C'est la juste rémunération, c'est le bien-être animal, c'est l'environnement, etc. Étaient des considérations qui étaient beaucoup plus affirmées par les consommateurs, notamment anglo-saxons, que le consommateur français, mais on est arrivé aujourd'hui au même niveau. Donc il y a une nette progression en France de cette revendication. L'info. L'info, c'est le nerf de la guerre. On vient au sujet qui commence à nous intéresser. On a près de 8 consommateurs sur 10 aujourd'hui qui affirment s'informer sur leur alimentation. C'est important. Alors, à différents niveaux, hein, c'est du déclaratif encore, on ne sait pas exactement comment. Mais comment ils s'informent? Et là, il y a des vrais différentiels par rapport aux autres pays. C'est que le consommateur, il va chercher l'information on-pack déjà. Elle est sur le pack, sur le packaging du produit. Le bouche à oreille, et la communication directe des producteurs. Ça, c'est un petit peu nouveau, alors que dans d'autres pays, je ne sais pas si je peux appuyer sur que... Non, j'ai pas un pointeur lumineux. Pas grave. Dans d'autres pays, vous avez des pays anglo-saxons, par exemple, les gens s'informent dans les émissions de télévision. C'est comme chez nous, on allait chercher de l'information sur Top Chef ou Master Chef, par exemple. Voilà. Dans les pays anglo-saxons, aux États-Unis, il y a des émissions de télévision qui font la promo de produits, etc. C'est une source d'information pour le consommateur. Regardez les apps, hein, les applications, on est nettement en retrait par rapport au reste du monde. Alors, on peut parler des applications, effectivement, elles ont un rôle, on va y venir tout à l'heure, mais attention, en tout cas, c'est pas la même puissance que dans d'autres pays, comme les pays notamment anglo-saxons. On voit que nous, on est surpondéré sur l'information qui vient directement des producteurs et le bouche à oreille et l'information on-pack. La confiance. On peut dire qu'il y a quand même une confiance du consommateur dans son alimentation, malgré ce qu'on peut entendre et ce qu'on peut lire un peu partout. On a environ 3/4 des consommateurs français qui font plutôt confiance dans la qualité des produits qu'on leur propose. Mais à qui ils font confiance? Et là, il y a des choses un petit peu nouvelles qui sont intéressantes. Déjà, ça ressort de cette étude. Le consommateur français a un niveau de confiance auprès des agriculteurs. Ils sont conscients des progrès qui aujourd'hui sont faits en matière de réduction des pesticides, en matière de process plus durables et de bien-être animal. Tout n'est pas parfait, mais on sait en tout cas que les choses vont dans le bon sens à ce niveau-là. Il y a une prise de conscience de ce fait de la part du consommateur français. Alors, là également, ce qui ressort de cette étude et qui n'est pas assez relevé à mon avis, c'est qu'effectivement, il y a peut-être un basculement de la confiance. On avait l'habitude de dire le consommateur français aime bien les petits producteurs, est très méfiant des gros intervenants, des grandes coopératives, des grands industriels de l'alimentaire, etc. Peut-être que les choses sont un peu en train de basculer, à l'image de ce qui se passait en Chine. Par exemple, en Chine, quand on posait la question à qui vous faites confiance, le Chinois consommateur fait confiance à la grande entreprise, aux grands distributeurs. Parce que le petit, il triche. Il n'est jamais contrôlé de toute façon, hein, tellement grand, il triche. Et en revanche, et vous savez qu'en Chine, si on triche, si une grande entreprise triche, la dirigeante peut avoir des entreprises, le dirigeant peut avoir un certain nombre de problèmes. Donc aujourd'hui, on ne triche pas quand on est une grande entreprise en Chine, on est contrôlé et le consommateur le sait et il fait confiance à la grande entreprise. On a peut-être l'impression que ce phénomène est en train d'arriver chez nous, où on a une telle inquiétude sur l'alimentation
qu'on fait confiance peut-être à ceux qui sont contrôlés, ceux qui existent, ceux qui montrent effectivement un certain nombre de choses. Et ça me paraît un élément intéressant à noter. Alors, on fait confiance comment? On regarde les ingrédients, on regarde l'origine, on en a parlé tout à l'heure, l'origine de fabrication, les labels, l'apparence du produit, ça c'est des éléments forts, et en mineur, la marque, tant pis pour les gens du marketing, hein, mais la marque intervient après, le prix, les infos on-pack et les applications et les scores. Ça vient en mineur, pas dire que on ne fait pas confiance, hein, mais ce n'est pas forcément l'élément premier aujourd'hui du consommateur en tout cas. On a très clairement, et ça monte, depuis plusieurs années, on le voit bien, un intérêt marqué et en progression pour les produits moins transformés. Les produits plus simples à comprendre, comme si le consommateur on a confiance à ce qu'on connaît, on a confiance et on connaît mieux, on comprend mieux ce qui est simple à comprendre. Donc les produits simples, les produits avec moins d'ingrédients, des ingrédients que l'on comprend quand on les lit, c'est un élément éminemment important pour le consommateur. Hein, donc il y a un intérêt pour les produits moins transformés. Alors on le disait, l'importance de l'origine et du local, hein, donc local versus localisé. Dans un cas, c'est d'une proximité qui est rassurante. Dans l'autre cas, c'est plus d'authenticité. Ma mozzarella est plus authentique si elle vient d'Italie. Alors voilà, très rapidement, le portrait de ce consommateur nouveau, les éléments nouveaux. Alors il y a bien d'autres choses, mais c'est ce qui m'a paru essentiel en termes d'évolution à noter. Maintenant, il faut répondre à ces craintes, à ces inquiétudes du consommateur. Quels sont les outils de la transparence et de la sincérité et comment le numérique se place à ce niveau-là. Et Dieu sait qu'il y a un rôle à jouer. Alors, moi, j'articule la réponse en 3 points. Le premier, c'est la promesse. Je te promets, mon produit, il est sain pour toi, il est bon pour toi. Le deuxième, c'est la caution. En gros, c'est quelqu'un d'autre qui le dit. Et la troisième, c'est la preuve. On prouve ce qu'on dit. La promesse, ça passe par l'info unpack. Et là, info unpack, on peut dire des tas de choses. On dit que mon produit, c'est de l'aquaculture responsable, on dit qu'il est sans conservateur, on dit on respecte le bien-être animal, on dit que la filière est engagée, voilà, on dit que c'est sans additifs, sans conservateur, on dit ce qu'on veut. Hein. Les éleveurs de nos régions, avec Sylvie T, qui est piscicultrice, là, c'est formidable, il y a sa photo. On dit que mon chocolat, il est super bon, ouais, pourquoi pas. Voilà, on dit nouvelle, sans OGM, on dit beaucoup de choses sur le pack. Très bien, c'est un élément premier d'information, on l'a vu tout à l'heure. Alors on a le QR code également qui va un petit peu plus loin, qui permet d'aller plus loin, qui permet beaucoup de choses d'ailleurs, qui permet de raconter des histoires, qui permet de montrer l'éleveur, qui permet de montrer le producteur, qui permet, comme Nestlé ici, de faire de la réalité augmentée, hein, de placer le produit, de jouer avec le consommateur, on peut jouer avec, et qui permet aussi, comme Francine le fait par exemple, avec la blockchain, on en parlera tout à l'heure, d'aller un petit peu plus loin dans l'information attendue par l'information prouvée attendue par le consommateur. Mais on va y revenir. Aujourd'hui, on essaye aussi de dire les choses. On dit, viens vérifier. Il y a une tendance au viens vérifier. Un peu Fleury-Michon a été le premier à le faire. Viens vérifier pour voir par toi-même. Hein, tellement tu doutes, viens vérifier. Alors c'est une opération de com. Tous les consommateurs de Fleury-Michon ne vont pas aller dans les usines vérifier comment ça se passe. Mais bon, il y a une opération de com derrière, il y a ça. Pas le seul à le faire. Bledina fait la même chose. Hein, parents témoins, venez voir par vous-même. McDo le fait aussi. Du champ au restaurant, venez découvrir la qualité de nos produits dans votre région. On voit bien que c'est cette tendance à apporter des éléments, je dirais pas de preuve, parce que le mot, c'est pas vrai, hein, mais en tout cas d'aller chercher des éléments d'information. Là, c'est toujours l'industriel ou le distributeur, le coopérateur qui parle. Maintenant, il y a les cautions. En gros, on fait dire par d'autres, et il y a des éléments qui vont tendre à dire que ce qu'on dit est vrai. C'est évidemment les labels. On a les labels, vous les connaissez tous, hein, je vais passer vite dessus, les labels de l'origine, voilà, les IGP, AOP, labels également régionaux, hein, de produits en Bretagne par exemple, il y en a d'autres. Des labels de qualité, le label rouge,
hein, les différents labels ou différentes médailles, différentes distinctions qu'on peut avoir, ça on les connaît. Le label rouge est un des labels les mieux reconnus, les mieux appréciés par le consommateur, hein. Quand on a un label, il faut faire la distinction entre la notoriété du label et la crédibilité du label auprès du consommateur. Il y a des labels qui ont des grosses, labels entre guillemets, qui ont des grosses notoriétés, produits de l'année, saveur de l'année. En termes de crédibilité, bon, on est en dessous, hein. Celui qui est le plus apprécié, c'est vraiment le label rouge. Enfin le plus apprécié. Celui qui a le meilleur taux à la fois de notoriété et de crédibilité, c'est le label rouge aujourd'hui. Les labels bio. Alors les labels bio, oui, le bio c'est 11 milliards, 12 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 6% du chiffre d'affaires alimentaire en France. Ça progresse, ça a beaucoup progressé, ça aurait tendance à stagner parce qu'aujourd'hui, le bio, toutes les marques distributeurs sont bio, par exemple. On a du bio en marque distributeur. Le bio tend à vouloir je dirais, se valoriser. On a besoin de valeur ajoutée. Et cette valeur ajoutée, c'est ce que moi j'appelle le bio augmenté. C'est d'autres dimensions, comme le bien-être animal, comme le local, comme la juste rémunération, etc. Donc, à côté du label AB qui dit bio, simplement, il y a d'autres labels, Déméter et autres, Biocohérence, qui apportent d'autres éléments en plus pour ce consommateur qui devient de plus en plus critique sur le bio. Voilà, on a des labels sur les process durables. Voilà, on les connaît, mais nous, professionnels, consommateurs, vous l'interrogez sur UTZ, il ne sait absolument pas ce que c'est, hein. Même MSC au niveau des poissons, par exemple, le consommateur, il ne sait pas, hein. Donc c'est un label, on est content, on met ça sur son produit, mais ce n'est pas forcément explicite pour le consommateur. Et on a des nouveaux labels sur le bien-être, un nouveau label, pas un label, une distinction pour le bien-être animal. Ça, c'est une initiative qui a été faite par le groupe Casino avec ce label ABC. C'est une notation, hein, ça commence à être une notation sur le bien-être animal qui avait été faite en association, en partenariat avec 2 associations. Et aujourd'hui, ce label est en train qui commence à se développer, qui assure un niveau de bien-être animal intéressant. En France, on est un peu en retard là-dessus. Il y a beaucoup d'autres labels, notamment en Europe du Nord, de bien-être animal, qu'on voit ici là-haut, qui existent déjà. Alors, ce qu'il y a derrière et comment c'est fait, je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est des choses qui, en France, on commence à voir arriver avec ce nouveau label, une attention portée aux conditions de bien-être animal. Voilà, là, on a vu la caution, c'est-à-dire un petit signe distinctif qui est sur notre produit, qui nous permet de rassurer le consommateur. Et maintenant, aujourd'hui, on va vers la preuve. On va vers la preuve. Alors, la preuve, c'est quoi? Et ça, il y a quelque chose de complètement nouveau qui s'est passé en quelques années. C'est des systèmes alors, je n'ai pas de notation, il y a beaucoup d'autres choses, mais une information qui arrive au consommateur très rapidement et très facilement, qui ne vient pas de l'industriel ou du coopérateur ou du distributeur. Un organisme indépendant ou pas qui donne quelqu'un d'autre, un tiers, qui donne une information, voilà, on va dire le Nutri-Score par exemple, qui note votre produit comme à l'école, de A à E, quelqu'un qui le note et qui communique dessus. Alors vous pouvez peut-être ne pas mettre le Nutri-Score sur votre produit. Bon, aujourd'hui, on va en convenir, le Nutri-Score européen va devenir, c'est une évidence, même pour ceux qui n'y croyaient pas il y a 2-3 ans, maintenant on est obligé d'y aller. Et on peut ne pas mettre son Nutri-Score sur le produit, vous ne mettez pas, mais si vous le vendez sur la plateforme Leclerc va le mettre pour vous, hein. Donc le Nutri-Score aujourd'hui, c'est une note qui est donnée par quelqu'un d'autre, qui apparaît sur votre produit, ou en tout cas qui est communiquée à votre consommateur. Là, vous voyez par exemple Nature de France, les boulettes de volaille bio qui sont là, bon, il n'y a pas le Nutri-Score sur le pack, mais sur la plateforme Leclerc, il y est. On a le Nutri-Score, on a toutes les notations. On parlait d'un intérêt marqué du consommateur pour les produits moins transformés. On a les scores Nova et les scores SIGA qui justement notent le niveau de transformation, d'ultra-transformation de votre produit, hein. Donc aujourd'hui, c'est des choses qui grimpent. On a même vu, vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux ces derniers jours, Herzberg pour le Nutri-Score qui dit on peut mêler, pourquoi pas dans la communication, le Nutri-Score et l'indice Nova, par exemple. Voilà, donc un produit peut être Nutri-Scoré et c'est une autre note, mais on commence à voir des assemblages de notations qui seraient communiquées aux consommateurs. La notation, c'est aussi la notation du niveau écologique du produit, l'éco-score que l'on voit de plus en plus.
Et puis, des moyennes globales. On va citer la note globale, même si une moyenne ne veut pas forcément dire grand-chose, hein. C'est comme à l'école, on peut être bon en maths et bon en poésie et nul en maths. On n'est pas, pour ça, un élève moyen, hein. Donc, mais en tout cas, on commence à voir arriver ces initiatives donc qui apportent des moyennes notées aux produits, qui apportent ces informations aux consommateurs. Et là, l'industriel, le coopérateur ou le distributeur derrière le produit n'y est absolument pour rien. Ça, c'est nouveau. Et puis, on a des applis, les applis et la data. Aujourd'hui, si je vais sur Open Food Fact, j'ai des informations, c'est une base de données ouverte, hein, derrière, tout le monde peut alimenter la base de données. On a des informations sur les produits, alors pas forcément des bonnes informations, mais on a des informations, et on a les notations, on les voit. Hein, je vais regarder Petit Prince, Prince Chocolat de Lu, ben, j'ai toutes les informations, les ingrédients, etc. On me dit qu'il est Nutri-Score D, il est Nova 4, pas terrible, et EcoScore D. C'est pas très sympa pour moi, hein, mais bon, c'est comme ça. Donc on a cette information qui arrive au consommateur très facilement avec son téléphone dans sa poche. Évidemment, vous les connaissez, on a Yuka, on a toutes les autres, il y en a plein maintenant. Et on a l'initiative Numalim. Alors, je laisserai Jérôme en parler, une formidable initiative qui convient aujourd'hui, qui permet à la profession justement d'essayer de gérer un petit peu toute cette information. J'en dis pas plus, Jérôme vous en parlera. Et puis, on a un truc qui arrive, la blockchain, vous connaissez tous évidemment, et qui me semble être un élément majeur aussi d'apport d'information, donc un élément numérique évidemment, d'apport d'information et de preuve aux consommateurs. Alors, finalement, on l'a vu, le consommateur, il cherche des produits sains, hein, des produits respectueux de l'environnement, du bien-être animal, la condition de vie des producteurs, l'origine est connue, donc c'est la traçabilité, disons les choses comme ça, un mot global mais qui est important. La traçabilité aujourd'hui des produits est un prérequis et la blockchain alimentaire est une opportunité d'apporter aux consommateurs cette preuve des engagements. Le mot preuve est important à mon sens. Alors, vous savez comment ça se passe, je vais le dire rapidement, c'est-à-dire qu'elle est organisée à tous les niveaux de la transaction. Il y a des transactions du début de la chaîne jusqu'à la fin, hein. Je veux dire, si c'est un plat cuisiné avec du poulet à l'intérieur, au départ, le poulet, ben, il y a un œuf, il y a un élevage, il y a un poussin qui est soigné, qui est alimenté. Le poussin devient un poulet, le poulet il grandit, il est là aussi soigné, alimenté, il est à un moment donné abattu, il est traité, on le met dans le plat cuisiné, etc. Bon, à chaque niveau, la blockchain, il y a des blocs chaînés avec des niveaux d'information de transaction, c'est-à-dire ce qu'il a la nourriture, les vaccins, etc., etc. Tout ça est gravé dans le marbre. Donc, c'est important de se dire que ces éléments d'information à tous les niveaux de la chaîne sont prouvés et sont gravés dans le marbre, à disposition effectivement de l'opérateur. Voilà un exemple, et je remercie Connecting Food de m'avoir donné cet exemple. Il y a d'autres exemples, on en parlera tout à l'heure, vous en parlerez tout à l'heure. Intéressant de voir un petit peu comment ça fonctionne. Quand on fait un biscuit Lu, par exemple, bah, au départ, effectivement, il y a des agriculteurs, il y a des coopérateurs, des organismes stockeurs, il y a des moulins avant d'arriver à l'usine. Et puis, bon, bah, là, donc tout ça est suivi et bien sûr tracé, on a tous les éléments. Après, il peut y avoir différents types de communication. Il y a la communication, on va dire B2B, un tableau de bord suivant les flux et visualise la conformité de chaque lot au niveau des cahiers des charges. Et puis en B2C, c'est des apps qui permettent, en scannant le QR code, d'avoir un certain nombre d'informations pour le consommateur. Alors, j'aime bien également cet exemple parce qu'il associe ce qu'on vient de se dire, la blockchain et les yachts, donc les objets connectés, disons les choses comme ça. C'est un exemple de filière viande en Australie. L'Australie est un territoire assez grand. Donc, il y a tous les éléments de la blockchain, on le voit bien classique, hein, on l'a vu au niveau de la production, l'élevage, etc., jusqu'à l'usine de fabrication des produits. Mais entre-temps, il y a le transport, et notamment les camions, par exemple. Les camions sont connectés, on sait à quelle température les animaux ont été transportés, pendant combien de kilomètres, pendant combien de temps, etc., etc. Toute cette information est stockée et disponible, c'est-à-dire elle est stockée, donc elle est disponible à un moment donné et qui permet de suivre le produit. Donc,
Voilà, la blockchain, traçabilité et preuve en termes d'information de production, information géographique, information sur la qualité, sur les informations complémentaires sur le produit. Ça permet pour chacun de se démarquer de ses concurrents en apportant aux clients une traçabilité, un audit de qualité, en termes de marketing, de valoriser ses marques, hein, de prouver aux consommateurs et se positionner son entreprise, en logistique, de savoir à tout moment où se trouvent les produits, hein, c'est important, en cas de crise par exemple, hein, et évidemment en qualité, les produits qui respectent le cahier des charges pour améliorer la qualité, effectivement la blockchain apporte un niveau. Simplement pour vous dire qu'aujourd'hui, et ça sera ma conclusion, c'est qu'on voit que le numérique apporte des éléments nouveaux, qu'on est aujourd'hui véritablement on passe d'un marketing de la promesse d'hier et d'encore aujourd'hui, et demain on sera dans un marketing de la preuve inévitablement. Et je pense que c'est vraiment une révolution en marche pour les intervenants que vous êtes. Je vous remercie.